Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je m'appelle France Drion et j'accompagne les porteuses de projets de cœur à lancer leur activité et la développer. Et aujourd'hui, j'ai un entrepreneur avec un parcours, tu vas voir, mais alors des plus atypiques. Je crois que c'est l'homme que j'ai rencontré qui a eu le plus de vie dans cette vie actuelle. Tu vas découvrir de qui il s'agit, puis surtout tu vas découvrir son parcours et comment il switchait d'une profession à l'autre ainsi que comment il est arrivé à devenir coach, conférencier, mais aussi il a une casquette il peut avoir aussi une casquette de YouTuber qu'on pourrait vu la communauté qu'il a sur YouTube. Tu vas voir, c'est une personne juste ultra généreuse, super sympathique et en plus de ça, bah, du coup, tu vas pouvoir aussi t'inspirer de son parcours et de la personne qu'il est parce qu'il va nous donner des tips, il va nous donner des clés pour lancer son activité parce que bah, au final, à force de switcher d'une activité à l'autre, il a acquis des compétences, des talents qui nous partagent aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir avec nous Steve Doupeux. Bonjour Steve. Et bonjour France. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ah oui, ça fait plaisir de se retrouver un peu. Je t'ai pêché une carte et je vais te Ouais. demander de te présenter au travers de cette carte. Tu vas la découvrir. Tu vas me dire ce que tu vois et en quoi ça peut faire écho avec toi, ta vie, ton parcours de vie. Ah, je vois un lapin cosmo. Attends, je mets mes lunettes. Je vois un lapin cosmonaute avec un casque et je sais pas ce qu'il a dans la main droite. Ça ressemble à quoi ça? C'est drôle, on dirait, je sais pas, une barre en fer courbée, genre pied de biche ou je sais pas quoi. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai du mal à voir. Dis-moi un petit peu à quoi Euh, ça te fait penser, s'il y a quelque chose qui résonne ouais. chez toi ou ça te fait penser à... Bah écoute, ce que j'observe, c'est que c'est vrai, un lapin cosmonaute, c'est pas courant, c'est pas tous les jours qu'on en croise un. Et là, il a l'air d'être sur la Lune en plus, ce qui peut pas mal me définir, moi, d'être assez dans la Lune. Je sais pas si tu as connu ça aussi. Les personnes qui nous écoutent ont connu ça, souvent qu'on leur dit t'es dans la Lune, t'es trop dans la Lune, etc. Ça m'évoque ça, évidemment. Toi, c'est Mais en quelque même chose qu'on te disait quand tu étais petit, quand tu étais jeune, que tu étais souvent dans la lune? Oui, bah oui, c'est ça, c'est un peu perdu dans mes pensées, tu vois, dans la lune, comme on dit. Et c'est pas que quand j'étais petit d'ailleurs, hein, ça m'arrive encore aujourd'hui d'être dans cet état, je dirais, perdu dans mes pensées, et donc pas forcément toujours attentif à ce qui se passe autour de moi et tout ça. Et puis après, bah voilà, le fait que ce soit un lapin comme ça en tenue de cosmonaute, je sais pas si ça m'évoque vraiment quelque chose là tout de suite, mais ce qui moi me frappe, c'est ça, c'est le côté qu'il soit dans la Lune, quoi, sur la Lune en tout cas. Ouais, super, ça peut être que ça, hein. Ouais, ouais. Bon, alors Steve, du coup, si j'ai eu envie de t'interviewer, c'est parce que toi, tu as un parcours entrepreneurial genre méga pas banal. Il y a des Ouais. gens, ils sont appelés par une mission ou par quelque chose, ils savent ce qu'ils vont faire, mais en fait, toi, c'est pas du tout ça. T'as eu plein de vies dans ta vie et j'aimerais bien que tu nous Hmm. partages un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé aujourd'hui, enfin, jusque-là, aujourd'hui, à faire ce que tu Hmm. fais. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu un peu de phase dans ma vie. Euh, Parce que j'ai eu toute cette phase, si tu veux, où j'ai eu le sentiment, au fond, de vivre un peu en mode automatique, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, j'étais à l'école comme tout le monde, j'imagine, enfin la plupart des gens du moins, et puis bah il fallait faire quelque chose. Donc comme je suis quand même quelqu'un d'assez studieux, si tu veux, j'ai toujours bien travaillé à l'école. J'étais plutôt dans un cursus professionnel. Et finalement, j'ai eu un BEP et un CAP d'électrotechnique qui ne m'ont jamais servi à rien, mais je les ai eus haut la main, etc. Et finalement, je suis rentré dans la vie active avec l'armée, parce qu'à l'époque, l'armée en France, c'était obligatoire. Et je suis rentré à l'armée à 18 ans, à la veille même de mes 18 ans, j'avais encore 17 ans. Et j'ai fait 5 ans comme ça dans l'armée. Alors, c'était plutôt facile dans le sens où, tu sais, dans l'armée, t'es un peu chouchouté, tu choisis une spécialité, bon, puis tu y vas. Mais même dans l'armée, en réalité, les premières spécialités que j'avais choisies n'ont pas duré longtemps parce que je me cherchais tellement qu'à un bout d'un moment, j'ai encore changé de spécialité, même en étant dans l'armée. J'ai fait 5 ans comme ça. Et puis, quand je suis sorti, j'ai fait de nombreux jobs, je dirais. Je parle pas de métier, je parle plutôt de jobs, mais Ce serait quoi pour j'ai toi la fait, différence entre métier et job alors, du coup? ben, en fait, j'ai ressenti justement dans la deuxième phase que j'apprenais un métier. Ça veut dire que jusque-là, dans cette première phase où j'ai le sentiment de vivre un peu en mode automatique, j'étais toujours capable, parce que je suis un vrai travailleur, de m'en sortir. Et donc, bah, job, par exemple, j'ai été agent de sécurité pendant quelques années.
Et donc, c'est évidemment quelque chose qu'on apprend à faire, mais pour moi, c'est pas un vrai métier. En tout cas, c'était pas le métier que je voulais faire nécessairement. Mais à ce moment-là, parce que c'était en rapport avec les animaux, notamment avec les chiens, en fait. J'ai été maître chien, conducteur de chien, comme on dit. Donc, je me suis formé comme ça à la sécurité. Et puis, j'éduquais les chiens, je dressais les chiens. Moi, je préfère dire éduquer, justement, au travail de la sécurité. Et c'est quelque chose qui m'a passionné et c'est d'ailleurs le premier truc que j'ai fait qui m'a connecté avec la notion de psychologie. Alors à l'époque, c'était la psychologie canine, mais de comprendre comment fonctionne et pense et agit et réagit un chien, j'ai trouvé ça passionnant parce que pour moi, c'était de la psychologie déjà à l'époque. Et puis après, j'ai enchaîné plein de boulots comme ça. J'étais conducteur de travaux. Après avoir été conducteur de chiens, j'ai été conducteur de travaux en maison individuelle. Donc, j'ai appris sur le tas parce que mon beau-père tenait une entreprise de construction de maisons individuelles. Et j'ai appris sur le tas pendant quelques mois avec un architecte comment se fait une maison, comment on suit une maison, comment on suit les artisans, comment on gère les stocks, comment on commande les stocks, comment on accompagne les clients dans la construction de cette maison, etc. J'étais jeune, hein, j'avais 25 ans. Bon, voilà, et j'étais parti de là-dedans et ça a duré quelques temps jusqu'à ce que la boîte, elle ferme, pas à cause de moi, mais, Ça aurait mais pu elle a être un fermé. élément déclencheur, mais non. C'est ça. Mais non, c'est pas moi. Elle a fermé, puis après j'ai enchaîné sur comme j'étais musicien, je faisais beaucoup de scènes. J'ai fait beaucoup de scènes en fait en tant que chanteur, guitariste, etc. Et donc j'avais été repéré par une start-up qui vendait des progiciels de diffusion musicale dans les bars, les restaurants, les grands magasins, les grandes surfaces. Et je m'occupais d'entrer de la musique tous les jours dans les ordinateurs. Et puis j'allais installer ces machines dans ces trucs-là. Et si tu veux, c'est toujours été quelque chose que j'apprenais sur le tas. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'était plus un job dans le sens où, en tant qu'autodidacte et bon multipotentiel, j'étais toujours capable de rebondir et d'apprendre sur le tas et puis bah, d'obtenir des résultats. Euh, voilà. Et puis un jour, effectivement, j'ai fait un concert qui m'a remué beaucoup parce que c'était un peu mon rêve à l'époque d'être musicien, chanteur, de vivre de ça, des compositeurs, enfin auteurs et compagnie. Puis un jour, je fais un grand concert dans une très grande salle là où j'habitais, à Quimper. C'était à l'époque du tsunami, en 2003, quand il y a eu un tsunami, et il y avait eu comme ça pas mal d'événements qui avaient été créés à cette occasion. Et le lendemain, quand je suis retourné travailler, j'étais mal dans ma peau, terriblement mal, parce que je me disais, enfin, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie en vrai. Et donc, j'ai démissionné, en fait. Enfin, j'ai pas vraiment démissionné, on a trouvé un accord, je suis parti. Et là, ça a été le début d'un changement, et notamment un changement qui a été douloureux, puisque ça m'a même, in fine, conduit à la séparation avec la mère de mes enfants, au divorce, parce que je ne trouvais pas ma voie, en fait. J'étais trop malheureux et donc, je devenais probablement invivable. Ça n'allait pas, en fait. J'étais complètement dans l'instabilité. Ça a conduit au divorce. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une deuxième phase dans ma vie, parce qu'après 5 ans de travail en étant accompagné par une thérapeute, ben, c'est là que, pour le coup, j'ai découvert la psychologie humaine, que j'ai compris ce qui m'arrivait et que j'ai pu mettre, raccrocher des wagons quelque part, comprendre et en faire quelque chose. Et au point qu'au bout de 5 ans d'accompagnement, je me suis dit, ben, je vais me former cette fois, moi, à la relaxologie, puisqu'elle était relaxologue. Donc, pour moi, je connaissais que ça, la relaxologie, ça me paraissait cohérent. Je me suis formé à la relaxologie, puis en faisant la relaxologie, j'ai découvert l'EFT, puis l'hypnose, et puis de fil en aiguille, je me suis formé à énormément de choses comme ça pour accompagner les gens. Ça a fonctionné, comme à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, la plupart du temps, ça a super bien fonctionné, même très bien. Mais là, j'étais déjà dans ma deuxième phase où j'avais eu le sentiment d'avoir appris un métier, parce que j'ai fait plus de 2 ans de formation. J'ai vraiment appris un métier pour accompagner les C'était gens. vraiment la première fois depuis la fin de ton bac que tu étais dans une zone où tu avais vraiment appris avant d'exercer, contrairement à avant où tu disais c'était beaucoup de l'autodidacte, où j'apprenais sur le tas directement. Oui. C'est pour ça que je fais un peu cette distinction-là. Et j'avais même pas le bac, puisque je t'entends parler de ça. Je suis sorti des études avec un BEP et un CAP, j'avais pas le bac. J'avoue que moi j'y connais Et, rien en tant que bonne belge. mais en fait, je réagis à ça parce que la réalité, c'est que quand, par contre, je me suis installé en cabinet en tant que relaxologue, praticien en hypnose, en EFT, etc., j'étais tellement dans le syndrome de l'imposteur, alors que mon cabinet était plein. J'avais plein de clients. Déjà, en moins d'un an, j'avais rempli mon cabinet parce que tellement passionné que j'avais créé un blog, je parlais que de ça et les gens bah, venaient à moi. Je vibrais complètement dans ce domaine-là. Mais j'avais ce syndrome de l'imposteur terrible, en fait, qui faisait que j'avais l'impression de ne pas encore être à ma place, que ça n'allait pas. Et puis, comme j'avais envie de toucher beaucoup de gens, que j'avais partagé mes messages, etc., je me disais, mais jamais personne ne me prendra au sérieux si je suis pas au moins psychologue. Et du coup, vers l'âge de 40 ans, je me suis décidé à reprendre les études
à retourner à la fac parce que je m'étais dit, je voudrais être psychologue. Mais pour être psychologue, en France, il faut avoir le bac, justement, qui est finalement la clé pour accéder aux études universitaires. Mais moi, je l'avais pas, le bac. Donc, pendant un an, j'ai repris les études pour passer cet équivalent du bac. Tous les soirs, j'allais à la Fnac, non. Ça, c'était pour acheter mes trucs de geek. Je fais souvent la Le bagarre. J'étais à la lapsus. fac. Ouais, ouais, c'est ça. Je me C'était baladais sympa à la là. Fnac. Pourtant, c'était sympa. Cette expérience de fac était sympa, pourtant. Mais je t'avouerai qu'au bout de 6 mois, en fait, parce que les gens qui venaient me consulter me disaient, mais Steve, on vient te voir justement parce que tu n'es pas psychologue et que tu as une façon d'accompagner qui n'est pas celle des psychologues. Alors, pourquoi veux-tu être psychologue? Et même les médecins à qui j'en parlais me disaient, mais surtout, parce que je recevais des médecins, etc., me disaient, mais surtout pas, pourquoi être psychologue alors que ce que tu fais déjà est très bien comme ça? Et ça m'a fait prendre conscience à ce moment-là que je voulais être psychologue en réalité parce que ce sont mes peurs qui me dirigeaient, la peur de ne pas être crédible, légitime. Alors j'ai fini mon année à la fac et j'ai obtenu, même avec mention, cet équivalent du bac. Et je me suis régalé, mais vraiment régalé à le faire. Par contre, j'ai pas continué dans la psychologie. C'est une très bonne chose pour l'humanité, en fait, si ça se met. Ouais, ça se trouve. Moi, j'aurais sûrement appris plein de choses intéressantes, mais c'était pas pour moi. C'était trop scolaire. Et moi, en plus, j'avais déjà mon activité qui tournait, donc ça n'avait pas de sens, en fait, de le faire comme ça. Et puis, une fois que voilà, ça tournait bien pendant 4 ans. Et puis, à un moment donné, j'ai aussi eu cette prise de conscience que c'était chouette, c'était passionnant. J'ai des gens, et des gens m'ont aidé finalement, parce que je trouve que c'est toujours dans les deux sens. Mais je m'ennuyais, je commençais à m'ennuyer. Là, je reconnaissais vraiment le côté multipotentiel, le zèbre dont m'avait parlé ma psychologue à l'époque quand moi j'étais suivi. Euh, Tu peux un petit peu en parler de ce côté ZEB, multipotentiel, quels sont les symptômes et qu'est-ce qui fait justement, parce qu'il y a tellement de gens qui me disent, ah, je m'ennuie, ça fait que ouais, quelques années que je fais ça, je comprends pas pourquoi, je m'ennuie déjà. Donc, mais en tu peux en fait, parler un peu de ça. ouais, moi j'aime bien la notion de multipotentiel parce que zèbre, enfin le côté surdoué, si tu veux, il y a souvent beaucoup d'amalgame là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut être un multipotentiel sans être forcément un surdoué, avoir un QI de je sais pas combien. Au-delà de 130. Mais en ce qui me concerne, si tu veux, ça se manifeste comme ça. Et je pense que pour tous les gens qui sont concernés, ils vont se reconnaître, c'est qu'effectivement, on peut très vite s'ennuyer dans quelque chose qu'on entreprend. On n'a pas forcément ce besoin d'aller toujours très en profondeur dans ce que l'on explore. Et on peut avoir ce sentiment justement d'avoir suffisamment fait le tour à un moment donné et d'avoir besoin de passer à quelque chose d'autre. Cette impression, alors, moi, pour te donner une image, si tu veux, la plupart des gens comme toi, m'invitent, et je t'en remercie encore, me présentent souvent comme un expert, alors que c'est vrai que moi, j'ai plutôt le sentiment d'être un expérimentateur. Et ça veut Ah, dire c'est que bon ça. oui, parce que la différence pour moi, c'est que en tant qu'expérimentateur, je suis un peu comme, je dirais, une abeille, c'est-à-dire je butine, je vais de fleur en fleur, tu vois, je prends ce que j'ai à prendre, je butine, je prends mon pollen, et puis je fabrique quelque chose avec ça, je fabrique mon miel à moi avec ça. Alors qu'un papillon, il butine, mais il va pas forcément, tu vois, faire du miel, même s'il pollinise, il va pas forcément faire du miel. Ça veut dire qu'il butine, mais il en fait pas grand-chose. Alors qu'un multipotentiel, j'ai cette croyance en tout cas, qui butine, mais il en fait quelque chose derrière, consciemment ou pas. L'expert, lui, je le vois, c'est peut-être un peu moins glamour, et c'est pas du tout péjoratif surtout, c'est que je le vois un peu plus comme une taupe. C'est quelqu'un qui va en profondeur, tu vois, qui creuse, qui creuse son sujet, et qui devient vraiment l'expert, quoi. Euh, Moi, vraiment, je me sens toujours d'ailleurs comme un multipotentiel avec ce besoin de butiner dans différents types d'activités. Et ça a des avantages comme des inconvénients. C'est-à-dire que bah, un des inconvénients, c'est qu'effectivement, on peut avoir dans le cadre de notre société en réalité, parce que l'inconvénient, c'est surtout ça, c'est que on se croit qu'on doit coller au cadre de la Mhm. société. Et tu sais, comme moi, puisque moi aussi j'accompagne des entrepreneurs et notamment, je les accompagne effectivement souvent à trouver leur positionnement, à trouver leur message, à trouver leur place dans ce monde. Euh, mais dans un contexte où on nous dit qu'idéalement, ton positionnement, il doit être spécifique, il doit être précis, etc. Et on a ce sentiment de s'enfermer dans des cases, ce qui nous étouffe en fait quand on est multipotentiel, parce que notre nature, c'est justement au contraire de sortir des cases et d'aller butiner sur toutes ces fleurs qui s'offrent à nous pour essayer d'en faire quelque chose. Donc le multipotentiel va souvent être comme ça, et évidemment vient avec tout ça l'hypersensibilité, la pensée en arborescence et toutes ces choses que Ouais, j'imagine moi qu'il y a des j'adore gens qui dire s'y qu'on a le intéressent. cerveau en popcorn. Ouais, c'est ça.
c'est vraiment beaucoup d'ébullition. Alors, ça a l'effet un peu nocif quelque part, enfin désagréable du moins, d'avoir effectivement ce sentiment parfois d'être enlisé dans quelque chose et de se poser tellement de questions et que pendant qu'on se pose toutes ces questions, en fait, on n'est pas vraiment dans l'action juste pour soi et on patauge un peu. Voilà. Oui, puis on en perd parfois le fil, on ne sait plus par quoi commencer, et Ouais, tout ça en voulant dans un certain... Bah, on est presque un peu formaté dans cette société où, comme tu dis, on essaie de coller au cadre. Moi, en tout cas, personnellement, il y a des moments où j'ai l'impression que je m'en rends compte quand je perds toute ma créativité. Quand je c'est vois ça. que je ne sais plus par quoi commencer, quand je veux peindre, dessiner, créer quelque chose et que je suis là et que je me dis, oh, je suis plus capable. Et bien là, c'est que je vois que j'ai été trop loin dans la notion de rester dans le cadre. C'est ça. Ben oui, parce que du coup, ça devient effectivement étouffant. Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je sens que ça va plus. Et quand je sens que ça va plus, si j'observe les choses, je me rends compte qu'en fait, je me suis coupé de ma créativité, je me suis coupé de mon message et surtout, je me suis peut-être imposé des choses que l'on dit qu'il est important de suivre. Et ce qui fait que je suis plus dans l'expression de cette créativité, tu vois. J'aime bien dire qu'un artiste qui ne crée pas, ben, ça devient un art triste. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment J'adore tes ça. métaphores. Et ça fait partie justement de ce que j'aime, les métaphores, les mots, les images et tout ça. Et Mhm. je me rends compte que quand je les utilise pas pour moi et pour faire ce que j'aime, pour passer mon message, parce que je parle beaucoup de ça, de cette idée qu'on a tous porteur d'un message et que notre rôle, encore une fois, sans que ce soit une case, mais souvent, voilà, on a notre âme qui nous murmure ce message, et puis quelque part, l'idée, c'est de le faire exister, de le concrétiser, de le matérialiser. Et en même temps, quand on veut respecter des codes d'une certaine société, bah, c'est là qu'on s'éloigne de soi-même. Et à force de se conformer, bah, forcément, on finit par oublier qui on est, et on peut pas être heureux. Du coup, j'ai envie de revenir dans ton histoire. Tu nous dis, bah, au bout de 4 ans, je sentais que j'avais l'impression que je tournais déjà un petit peu en rond. Mm. Comment tu as fait le switch? Parce qu'au final, tu étais rentré dans une case qui te faisait kiffer, dans laquelle tu vibrais à Ouais. fond, et dans laquelle tu prends conscience que, ouh là, en fait, il y a quelque chose où ça commence à ne plus être juste. Comment tu as fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Il y a, il y a, il y a la prise de conscience à ce moment-là. J'ai failli faire une grosse erreur. C'est-à-dire que Euh, je suis dans une activité qui me plaît. J'accompagne les gens à oser se réaliser dans leur vie, etc. Mais je me rends compte que moi-même, je suis moins épanoui que à mes débuts parce que voilà, comme toujours, hein, quand tu as un multipotentiel, très souvent en tout cas, au bout de 3, 4 ans, il faut que ça bouge, quoi, il faut que ça change. Et dans ces cas-là, souvent, ce qui peut se passer et que j'ai failli faire, c'est de tout laisser tomber et de faire complètement autre chose, de me reconvertir et faire complètement autre chose. Peut-être ça aurait pu être photographe, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Euh, et là, parce que j'avais fait tout ce travail en éveil de la conscience, j'ai pris effectivement la mesure que ce n'est pas la raison pour laquelle j'étais dans ce cabinet qui posait problème, mais c'est la façon dont je voulais faire ce qui me faisait vibrer. Donc, il y a une différence entre le quoi et le comment. Je Mhm. nourris le pourquoi, pardon, et le comment. Donc, à ce moment-là, dans mon cabinet, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va pas en fait? Parce que j'aime accompagner les gens. J'aime l'idée d'aider des personnes, des entrepreneurs à trouver leur message ou des particuliers à connecter à leur véritable nature et à oser la vivre véritablement. Donc, qu'est-ce que c'est qui cloche finalement, puisque c'est ce que je suis déjà en train de faire? Eh bien, en l'occurrence, c'était le comment. Moi, ce que j'avais besoin, c'était aussi de grands espaces, de sortir de mes 4 murs de mon cabinet et de voyager, parce que j'avais vécu un voyage en 2012 qui m'avait fait énormément de bien. Et je sentais que, bah, en fait, je voyageais plus, je bossais comme un damné et puis je voyageais plus. Et là, au bout de 4 ans, effectivement, en cabinet, bah, j'ai pris la décision de me repositionner un petit peu, effectivement, dans ma façon d'accompagner, c'est-à-dire d'être moins thérapeute et plus coach consultant et d'accompagner des entrepreneurs et de le faire en étant sur la route, donc de le faire tout en voyageant. C'est pour ça que le 1er donc, janvier 2019, j'ai tout plaqué. Je le dis comme ça, c'est un raccourci, hein. J'ai vraiment tout plaqué parce qu'en réalité, tout a été préparé comme ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été mûri, tout ça. Mais le 1er janvier 2019, avec Caroline, ma compagne, donc on a rendu la maison qu'on avait en location, on a vendu tous nos meubles, on a rien gardé, on n'a rien stocké. Et on est parti vivre sur les routes dans un fourgon aménagé. Ça a duré 3 ans et demi, presque 4 ans. Presque Et là, on 4 ans. vient tout juste de reprendre, tu vois, un logement Le maintenant. chalet. Voilà. Mais c'est génial, toute cette
Enfin, j'aime bien ton parcours comme ça où tu nous expliques aussi ben, le fait de ne pas tout plaquer. Parce que moi, je suis allée au bout du bout du bout. Et l'ennui, c'est que le bout du bout du bout d'une activité dans laquelle tu vibres encore dans cette notion de contribution, mais où tu ne vibres plus sur la manière de le délivrer. Ben, moi, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un moment donné Hmm. où j'avais deux cabinets et je n'étais plus capable d'avoir le téléphone qui sonnait, de voir quelqu'un en face de moi Ouais. parce que je faisais des malaises en cours de journée tellement ça ne me convenait plus, mais je n'avais pas conscience et j'avais pas le recul ni la maturité pour me rendre compte que j'étais en train de me cramer en fait. Hmm. Donc voilà, toi ici, tu donnes une piste déjà en se disant, bah ok, parfois c'est juste bah, le comment qui pose problème, Mais c'est 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 la super manière de le délivrer. important. C'est super important. Je ne sais pas si tu connais la roue de Hudson, mais j'aime bien ce concept-là qui explique que finalement, évidemment, comme tu sais, là, nous, on fonctionne par cycle. La vie, ce ne sont que des cycles. Tout à fait. Et quelque part, la roue de Hudson explique que finalement, quand on a un projet qui est enthousiasmant, qu'on vient de faire sa reconversion, là, dans mon cas, je me reconvertis, je vais être coach, j'étais jardinier à l'époque, hein, je travaillais dans les jardins. Et puis, je me dis, je vais être thérapeute, tiens, je vais me former à l'hypnose, à l'EFT, etc. C'est excitant. Je suis dans cette phase d'été. Tu vois, je suis dans l'été, c'est lumineux, c'est joyeux, c'est plein d'une énergie haute et positive, c'est génial. Donc, je me lance là-dedans, c'est top et tout, un peu comme une relation de couple, hein. Quand on rencontre l'amour, tout est génial, c'est génial et tout ça. Mais tôt ou tard, de toute façon, parce que la vie n'est que changement, on arrive dans une phase qui est la phase numéro 2, on pourrait dire, et c'est l'automne. Mhm. D'accord? On arrive en automne. Et en automne, cette phase de 2, où on est toujours dans une énergie haute, mais pas forcément que positive, un peu plus négative. Et c'est cette phase où on se rend compte que des trucs qui vont pas, je suis un peu déçu, c'est pas comme je l'imaginais, c'est pas si rose que je le pensais, c'est pas si simple que je le pensais. Donc moi, j'ai mon cabinet, j'ai plein de clients, parfois jusque 30 par semaine. Et comme toi, je frôle probablement un peu le burn-out à un moment donné. Puis donc, je me rends compte que ce que j'avais idéalisé n'est peut-être pas si idéal que ça et commence à y avoir des déceptions. Et à ce moment-là, dans cette prise de conscience-là, souvent, ce qui va être intéressant, c'est effectivement de se demander, OK, qu'est-ce que je dois changer, améliorer? Quels sont les besoins qui ne sont pas nourris? Toutes ces choses-là, pour revenir dans la phase d'été. D'accord? Donc, se faire ce qu'on appelle une mini-transition, de revenir à la première phase, la phase d'été, pour retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme dans un nouveau projet, le fameux comment. Comment je peux faire ce que, à la base, m'animait et qui aujourd'hui peut-être m'ennuie un peu. Si ça, c'est pas juste, on va rentrer souvent dans une troisième phase, et c'est la phase d'hiver, et ça, c'est le grand marasme. Hein, c'est la phase où souvent, c'est là, voilà, on est dans le burn-out potentiellement, et on va souvent vivre ça quand il y a eu des grosses ruptures, effectivement, des Oui, parce que là, burn-out, il y c'est a des une choses comme ça, remise tu en vois. question complète. On remet tout en Ouais, question. On peut là, remettre en question son couple, on peut tout c'est remettre en question, ça. alors que la problématique n'est peut-être pas là, d'ailleurs. Alors, ça, c'est en phase 2. Potentiellement, la problématique n'est pas là. Donc, on va chercher comment je peux faire pour revenir en phase 1. Mhm. Mais parfois, la problématique, elle est là. Et donc là, on va rentrer potentiellement en phase 3. Et là, c'est un changement qui n'est plus une mini-transition, mais une grande transition. Donc, c'est pour ça qu'on passe par cette phase d'hiver où on va être un peu plus en cocooning, dans l'introspection. Tu vois, on va s'arrêter, avoir besoin d'être avec soi-même, Mhm. peut-être pour se réinterroger, refaire le point sur sa vie. Il y a peut-être un changement de cap. Souvent, à 40 et quelques années, hein, on sait que voilà, on peut traverser ça aussi. Je connais pas encore. Euh, voilà, dans le temps, hein, il n'y a pas le feu. C'est pas non plus une obligation, attention, mais disons qu'en tout cas, cette phase, elle existe pour beaucoup de gens. Et dans cette phase-là, là, pour le coup, on est dans une énergie basse et négative. C'est-à-dire, on remet tout en cause, on se remet en cause, ça va plus, rien qui va. C'est plus je tourne la page, c'est je dois changer de livre. Tu vois, je dois changer quelque chose véritablement en profondeur. Mhm. Et quand on est passé par cette phase, on arrive à un moment donné, parce que tout est changement, encore une fois, on arrive au printemps, et là, on commence à ressentir de l'énergie. Ça y est, la flamme se réactive. Oh, j'ai des nouveaux projets. Ah, j'ai une nouvelle rencontre. Ah, il se passe quelque chose de nouveau. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, parce que le temps d'un cycle, on le maîtrise pas. Mais en tout cas, on arrive dans la phase du printemps, et là, l'énergie, elle redevient un peu plus... euh, on est toujours dans une énergie basse, mais dans une énergie positive cette fois. Tu vois, on n'est plus dans l'énergie basse et négative de l'hiver, on est dans l'énergie basse, mais positive, parce qu'on sent que ça y est, ça bourgeonne, il y a des idées qui arrivent, c'est le printemps, ça commence à être sympa. De temps en temps, c'est possible qu'on ait un pied entre le marasme, l'hiver et le printemps, donc c'est fragile, mais en faisant le travail nécessaire, hop, à un moment donné, on rebascule en été. Et ça y est, on retrouve notre truc, notre énergie, notre joie. Et puis voilà, et après, voilà. Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à passer de l'été à l'automne, parce que ça, c'est quasiment
impossible de faire autrement. C'est rare de toujours être en été, on va pas se mentir. Mais par contre, d'avoir cette conscience que c'est pas parce que je suis en automne et qu'il y a des choses qui me déçoivent, c'est pas tout à fait juste, je suis pas tout à fait bien, je m'ennuie, etc., que je dois tout remettre en cause. Juste me demander comment je pourrais faire une petite transition pour revenir à cette phase d'été et faire des allers et retours comme ça et d'avancer comme ça au travers de nos projets. Oui, puis au final, ça revient sur ce que tu dis, c'est ne pas tout laisser tomber, c'est juste revenir sur, ben tiens, parfois c'est la forme, Ouais, toi, toi, t'as réorienté ouais, c'est aussi sur ça. le fait que tu es parti sur les entrepreneurs, que tu t'es rendu compte que tu avais Voilà. besoin de voyager, ok, il y a eu toutes ces, en plus, dans l'idée d'un projet, parce qu'au final, quand tu dis, ben, j'ai tout plaqué, parce que on sait bien que ça a pris plusieurs mois, ça a été des Mm, réflexions, ça a été, il mm. y a un nouveau projet. Donc, dans ce projet, il y a de la vie, avant même de le concrétiser, il y a toute la vie de l'envie d'y arriver, de partir, de se lancer, de quel tour on va faire, de C'est l'aménagement ça. du fourgon, de l'organisation. Tout un tas de choses, effectivement, qui se rattachent à cette prise de décision en conscience, en fonction de mes besoins, etc., bah ça représente différents petits projets, différents challenges qui nous, justement, pour le coup, nourrissent mon cerveau de multipotentiel et le font dire, parce que partir sur les routes, comme je l'ai fait, comme tu dis, bah, c'est un nouveau positionnement. J'accompagne les entrepreneurs, donc nouveau challenge de leur transmettre ce que moi j'ai découvert pendant toutes ces années pour développer mon cabinet. Ensuite, je me dis, bah, je vais partir sur les routes, je vais créer une chaîne YouTube, je vais raconter mon histoire sur les routes. Donc, nouvelles compétences à développer, apprendre à faire des vidéos, faire une chaîne YouTube, etc., développer mes réseaux sociaux, même si je le faisais déjà un peu. Ça prend toute une autre dimension, en fait. Et pourtant, la seule chose que j'ai touchée, qui n'est pas anodine, on est d'accord, mais quand même, j'ai pas tout remis en cause, j'ai pas plaqué mon travail, j'ai juste dit, je vais le faire différemment. Et ça, effectivement, ça vient chercher de nouvelles compétences et donc de nouveaux projets plus ou moins excitants. Et l'erreur souvent qu'on fait, c'est je pense que les multipotentiels peuvent se reconnaître aussi là-dedans, c'est que ce que j'explique à mes propres clients, c'est que souvent, on se fait croire qu'on doit trouver le projet qui nous fait vibrer, mais que comme si c'était Le qu'est-ce que Saint je vais faire de Graal. ma vie? Ouais, comme si c'était le Saint Graal, mais en plus, comme si c'était, je cherche qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais ça, c'est une énorme erreur de chercher le projet de sa vie, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? D'essayer de répondre à cette question. C'est la question interdite, comme je dis. La question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et demain, là, dans les prochains mois, prochaines années, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera complètement autre chose et c'est OK. La question, c'est est-ce que je peux m'adapter à mes besoins, à mon évolution? Mais quand on cherche le projet d'une vie, bah forcément, on ne le trouve pas. Et puis surtout, c'est super flippant. Parce que si je me trompe, ça veut dire que ma vie est foutue. Et ça, On on ne met se rend des pas compte. enjeux Mais phénoménaux, hein. des enjeux, on sacralise un peu ce côté-là. Je trouvais ma véritable nature, le projet que je veux faire dans ma vie. Non, pour moi, une vie épanouie, pour moi, hein, vient avec l'addition de projets qui nous font vibrer. Mhm. Voilà. Après, à nous de nous adapter et de nous donner les moyens de les réaliser. Et puis après, j'entends les gens peut-être qui se disent, ah, mais moi j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai tellement de choses que je voudrais faire. Waouh, ma tête, c'est pas, je manque pas d'idées, j'en ai presque trop en fait. Je ne sais pas quoi choisir. Et ce que je réponds à ça, c'est qu'il n'est pas question de choisir, parce qu'en fait, je sais pas pour vous en Belgique, mais en France, il y a un dicton qui dit, enfin, c'est pas si c'est un dicton, mais qui dit Choisir, c'est choisir, c'est renoncer. renoncer. Alors que pour moi, choisir, c'est prioriser. C'est pas parce que je choisis de partir vivre sur les routes aujourd'hui que je vais renoncer au projet d'avoir un chalet à la campagne. C'est peut-être juste qu'aujourd'hui, je priorise d'aller sur les routes. Donc, choisir, c'est prioriser. Moi, m'a souvent enlevé un poids des épaules. Oui, puis ça, on revient sur cette notion de si on faisait déjà ne serait-ce qu'une chose à la fois, ce serait déjà bien aussi. Et puis il y a des moments où enfin moi je le vois quand j'étais petite, je voulais avoir une boutique de vêtements, je voulais vendre des vêtements, mais je détestais Hmm. replier. Et ça va pas sans l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est maintenant que je commence à me dire, ah mais tiens, j'ai peut-être une manière de pouvoir réaliser ça, mais j'aurais jamais été capable avec la conscience d'un enfant de 12 ans Bien sûr. de pouvoir voir ce que j'aurais pu réaliser avec les technologies qui existent maintenant. Il y a plein de choses qui existent. Et puis, ben, j'adorais faire des bijoux quand j'étais jeune. Puis, je sais pas si tu vois qui c'est, Isabelle Guilling. Hmm. J'ai fait un stage chez elle de création de bijoux. J'ai kiffé ça. Ça m'a reconnecté à mon plaisir d'enfant. Et là, j'avais l'impression que je devais plus faire de choix. C'était juste, ah oui, mais je peux faire ça, 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 ça. Et puis, bah, je suis pas obligée de professionnaliser l'activité. Je peux juste faire ça pour me faire kiffer, pour être dans le truc qui me fait vibrer. Ça, c'est le point. Il y a 2 points importants pour moi dans ce que tu évoques. Le premier, c'est qu'on n'est pas obligé de professionnaliser tout ce qui nous passionne.
Ça, c'est un truc chez les multipotentiels, et moi le premier, c'est que dès que je découvre un truc qui me passionne et que je commence à avoir une expérience dans ce domaine, je me fais croire que je dois l'enseigner, le monétiser, le professionnaliser. Déjà, je suis pas obligé de faire ça, d'accord? Ensuite, oui, je pense qu'en tant que multipotentiel, on doit pouvoir s'autoriser à faire tout ce qui nous fait vibrer. Simplement, il y a quand même un principe qui est que le temps, on a 24 heures dans nos journées. Et à un moment donné, c'est soit j'accepte de faire les choses, si je veux les faire bien, bah, d'y investir le temps. Et pendant que je fais ça, je peux paraître partout et faire tous les trucs, sauf peut-être, comme tu disais, pour me faire plaisir, pour mon plaisir. Mais si par contre, je suis un multipotentiel qui veut quand même développer au travers de cette multipotentialité différentes activités, je dois pas non plus me leurrer que si je veux vraiment développer une chaîne YouTube, puisque pour moi c'est le sujet en ce moment, pendant que je fais ça, je peux difficilement monter une autre entreprise pour vendre des vêtements parce que je ne peux pas disperser mon énergie à ce point. Sinon, c'est là que je vais finir dans le burn-out et dans la déception. C'est pour ça que je dis que choisir, ce n'est pas prioriser. Il me semble en fait important de se Non, donner non, le droit de tout faire. non, justement, choisir ses priorités, ce n'est pas Pardon, renoncer. oui, ce n'est pas renoncer, c'est prioriser. Donc, merci. Mais du coup, c'est pas je m'interdis de faire tout ce que j'aime. C'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, peut-être de façon ce sont des passions, je le fais pour moi, pour mon plaisir, ça me nourrit et c'est déjà génial. Et puis, s'il y a des choses que j'ai envie de faire de façon professionnelle et que, bah, par quoi je commence, je le fais. Et puis, une fois que c'est bien mis en place et que ça tourne et que c'est cool, bah, je commence à développer la deuxième chose, puis la troisième, etc., etc. Mais voilà. Et souvent, quand on est un multipotentiel, on voudrait tout faire en même temps. Et là, à un moment donné, il faut être réaliste, c'est que, encore une fois, le temps, il est ce qu'il est. Et à moins de Non, et vouloir puis se c'est cramer, vraiment ben, chouette ce que tu reviens sur le fait de, ben oui, ben les passions, on n'est pas obligé de tous les monétiser parce que c'est clair que quand on est dans l'entrepreneuriat, alors je sais pas si c'est au niveau d'un certain niveau ou quoi que ce soit, on a notre cerveau qui est aussi en mode rentabilité oui, assez oui, rapidement mm, et c'est là où on se dit non, non, ça c'est de l'ordre du divertissement, de la c'est passion, ça. de ce qui nous remet de la vie, de la créativité, Et puis alors de se dire, bah, ok, là on a l'activité professionnelle, comment est-ce qu'on peut l'un l'autre nourrir au fait parce qu'au final c'est Ouais, ça, c'est maintenir ce côté vivant qu'on a en nous et nous mm. en tout cas tous les deux comme beaucoup d'autres dans notre milieu c'est le côté de la transmission aussi qui est quand même Mais c'est super pour ça que c'est important. difficile. C'est qu'on a cette passion-là aussi de transmettre, en fait, et de Mhm. partager. Et c'est pour ça qu'immédiatement, dans nos cerveaux d'entrepreneurs, on se dit comment aussi je pourrais monétiser ça aussi, du coup, et du coup, vivre de ce qui me passionne. Comme souvent on entend dire, vivre de sa passion. Mais vivre de sa passion, c'est souvent la meilleure façon de se dégoûter de sa passion. Donc, il faut être super vigilant avec ça. Par contre, je trouve que une passion que l'on ne cherche pas forcément à monétiser peut par contre tout à fait être au service de ce qu'on fait déjà en tant qu'entrepreneur. Mhm. Et on peut tout à fait associer les deux de façon comme ça sans forcément à chercher à vivre de cette passion. Donc il y a une conscience pour moi à avoir quand on est multipotentiel là-dessus, parce que sinon ça devient un enfer. Là, pour le coup, la multipotentialité qui pour moi est un atout peut devenir quelque chose de très sclérosant, parce que ben, on se fait peur, on se fige, et on se crame littéralement à essayer de faire tout vivre et tout rentabiliser. Oui, puis vouloir trop faire. Ça, Mm. c'est le trop faire et le pas savoir par quoi commencer, c'est vraiment c'est très habituel. En tout cas, je ne sais pas si tes clients, mais moi, c'est assez souvent que mes clients Oui, bien arrivent en sûr. disant j'ai plein d'idées, je ne sais pas par quoi commencer aussi, ou j'ai une super idée, mais par contre, je ne sais pas par quoi commencer dans cette idée. Oui, donc c'est pour ça que moi, souvent, j'enseigne quatre vertus essentielles, et la première étant la clarté, en Mhm. fait. Il y Mhm. a quatre vertus pour moi qui sont transformationnelles, et la première, c'est la clarté. Euh, Maintenant, c'est clair que euh, il y a aussi, et moi, j'utilise ces quatre vertus aussi pour harmoniser nos différents domaines de vie, parce que c'est bien d'être un entrepreneur qui fait du chiffre, qui a des résultats, qui performe, etc. Mais si c'est pour que ce soit au détriment de ma vie de famille, de ma compagne, de mes enfants, de mes amis, de mes loisirs, de ma santé, ça n'a aucun sens. Ça On n'a est aucun clairement sens. d'accord. Donc, du coup, le challenge pour moi, c'est de trouver de l'harmonie, en fait, de mettre de l'harmonie et de l'équilibre dans nos différents domaines de vie. Mais toi, comme moi, et comme je suis sûr la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent, bah, on est à fond dans notre taf, on bosse comme des damnés, parce qu'on est passionné, donc on le fait.
À la fois parce qu'on est passionné, parce qu'aussi on veut réussir, on veut performer, on a peur d'échouer, on a peur de ne pas avoir de chiffres. Mais tout ça, en fait, nous éloigne de qui nous sommes véritablement, nous empêche d'harmoniser nos différents domaines de vie et nous amène finalement à... Bon, après, tout est juste, hein, on peut se dire, mais enfin bon, si on peut quand même avoir une conscience qui nous évite de souffrir, c'est bien. Ah, mais clairement, moi, c'est pour l'avoir vécu que maintenant, je pense que toi aussi, c'est en l'ayant vécu et en s'étant brûlé les ailes parfois plus d'une fois, qu'à un moment donné, Mm. tu te dis, OK, mais c'est essentiel, en fait, d'harmoniser tous nos domaines de vie en même temps. Bien Et sûr. parfois, on a des petites rechutes, mais elles sont Oui, moins importantes que ce qu'on pouvait vivre avant. Et oui, c'est ce qui oui, nous oui, permet aussi de pouvoir accompagner les personnes à développer leur activité, mais en tout cas, c'est lancer leur activité en mettant déjà de la conscience dès le départ sur le fait qu'on c'est doit ça, harmoniser ces domaines. Parce que clairement. je me souviens qu'à l'époque, moi, où je me suis lancée comme nutritionniste, parce qu'à l'époque, j'étais nutritionniste, euh, bah, c'était génial, deux cabinets, j'étais dans plein de trucs, je passais dans les médias, c'était mon Mm. écho était Bien super, sûr. super nourri. Et puis à un moment donné, tu te dis, ok, mais ça va pas dans mon couple, ma fille a 3 ans et demi, elle passe toujours pas ses nuits, il y a un problème. Mais oui, mais j'étais jamais à la maison, j'étais pas disponible, Mm. j'avais le cerveau qui était non-stop en train de travailler. Quand je rentrais, je clôturais mes dossiers, je travaillais jusqu'à 22 heures. Et là, j'avais vraiment cette croyance de il faut travailler dur pour réussir. Et oui, je bossais Mm. dur, hein. Mm. Oui, et puis c'est le souci, c'est qu'au bout d'un moment, surtout quand on fait nos métiers, bah tu te dis, ok, mais entre ce que je vis et ce que je transmets, et ce que j'incarne, il y a un gap, il y a une différence qui est pas juste, qui fait que je sens que je suis pas aligné en fait. Alors on se le reproche, hein, voilà, on se dit tout ce travail sur moi pour finalement en arriver là, et puis j'enseigne ça, et puis finalement je fais tout l'inverse. Et là, je veux rassurer chacun, c'est que moi aussi, en fait, encore aujourd'hui, ce que je vous enseigne là, ou du moins ce que je partage avec vous ici, sont aussi des domaines dans lesquels je suis parfois pas aligné dans ma vie de tous les jours. J'ai beau dire, l'important, c'est quand même d'essayer d'harmoniser nos différents domaines de vie, mais il y a quand même, comme tu l'as dit, malgré cette conscience, parfois dans mon quotidien, des moments où je néglige ma conjointe, où je néglige mes enfants, où je néglige ma santé. La différence, comme tu l'as dit, c'est que j'ai cette conscience et plus vite je m'en rends compte et mieux je rééquilibre. Donc, c'est comme avoir des caps, des repères qui me permettent, quand je commence à dériver, hop, je reviens. Hop, je reviens. Et pour moi, mes vertus, les quatre vertus, me permettent, sont comme des repères sur lesquels je reviens, comme les accords Toltec peuvent être des repères, tu vois, sur lesquels on revient, on se recale pour ne pas justement dériver et se retrouver dans les récifs. Et Mais donc, on dérivera de toute façon. bah oui, mais c'est. Hmm. On a besoin parfois de dériver pour revérifier si dans notre alignement on est toujours à la bonne place. En plus, oui, Tu nous as exactement. dit que dans tes 4 points, tu avais la clarté. C'est quoi les 3 autres? J'ai la clarté. Alors la clarté, juste par exemple sur plein de choses, hein, tout ce qu'on est en train d'évoquer, mais justement sur qu'est-ce qui me guide dans la vie. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que je suis dans mon être? Est-ce que c'est mon âme est-ce que je suis le message de mon âme ou est-ce que je suis le message de mon ego? Auquel cas, je peux effectivement me gargariser de plein de choses, mais en fait, je suis pas heureux. C'est pas clair. Donc clarifier, c'est pour moi important, surtout, enfin surtout pour tout le monde, mais pour les entrepreneurs d'autant plus. Le deuxième, ça va être ce que j'aime appeler le courage émotionnel ou l'audace de la vulnérabilité. Parce que je crois sincèrement que ce qui souvent nous rend prisonniers, c'est notre peur d'être vulnérable, notre peur Hmm. d'être inconfortable, en tout cas notre malaise à l'idée d'être inconfortable et vulnérable, donc d'oser être qui nous sommes véritablement, nous prive de cette liberté et d'oser donc tout un tas de projets qui nous font vibrer. Et tu vois que rien que là, bah, j'avais juste avant de ça, j'avais envie de te dire merci d'avoir osé juste dire, bah, même moi, je suis pas toujours alignée, parce que très souvent, on Mm. veut montrer qu'une facette de qui on est, et le fait d'oser parler, de dire, bah non, même moi, je l'enseigne, mais je suis pas Non. 100% tout le Ah non. temps dedans, mais c'est aussi ça, cette part de vulnérabilité qui dit avec toute simplicité, bah, les gars, moi, je fais ce que je peux aussi. Oui, clairement, je fais ce que je peux. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On fait ce qu'on peut. C'est-à-dire, le problème du développement personnel, parfois, c'est vrai, c'est qu'il y a une sorte de starification des leaders dans ce milieu-là, qu'on met sur des piédestals, etc. Et moi, j'ai toujours passé mon temps, depuis que je fais ce métier-là, ça fait plus de 15 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. 10 ans, 15 ans, je sais même plus. Mais je passe mon temps, en fait, à descendre de ce piédestal sur lequel souvent on peut me mettre parfois aussi, même quand on me dit que tu es un expert. Non, je suis pas un expert. Je veux dire, je suis un expérimentateur. En fait, je suis sur ce chemin et sur ce chemin, je suis comme tout un chacun. C'est-à-dire que, OK, j'ai de belles paroles, mais parfois je vis complètement à côté de ce que j'enseigne. Et c'est là que je me dis,
c'est OK, c'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois cette humilité envers la vie, envers tout ce qu'on enseigne, et reconnaître que, OK, bah non, des fois, en fait, j'ai dit des choses, mais je les ai pas faites, quoi. Par contre, j'ai cette conscience, donc du coup, très vite, effectivement, j'y reviens. Ça demande effectivement du courage émotionnel, parce que le courage émotionnel, c'est pas juste montrer sa vulnérabilité, c'est aussi, on peut aussi montrer sa vulnérabilité en éclatant de joie, en fait. Il y a plein de gens qui s'interdisent d'être joyeux, heureux, dans la rue d'éclater de joie parce que ça les rend vulnérables de montrer ça. Il y a plein de gens qui se sentent vulnérables de montrer leur richesse. Alors, encore une fois, si c'est l'ego qui expose sa richesse, mais c'est encore une autre affaire et c'est là que la clarté intervient. Mais ce courage émotionnel pour moi et cette audace de la vulnérabilité sont une clé essentielle pour pouvoir, quel que soit le milieu dans lequel on évolue, pour pouvoir en tout cas être qui l'on est véritablement. Voilà. Mais en acceptant effectivement que bah, on n'y arrive pas tout le temps. Voilà. Moi, souvent, j'ai eu l'habitude, par le passé, je le dis moins aujourd'hui, mais souvent, je disais, je suis au zérologue, parce que pour moi, ça permettait de mettre un titre un peu à ce que je fais, mais être au zérologue ne veut pas dire que j'ose tout, au contraire, ça veut dire qu'il y a plein de choses que je n'ose pas, mais le fait de me rappeler que je suis au zérologue, ça me permet de me dire, oh, mais du coup, peut-être que tu pourrais faire preuve d'audace là pour le faire, en fait. Ça, c'était ma deuxième vertu, on pourrait en parler des heures, mais la troisième, c'est la mal-aimée, mais que je trouve génial, c'est l'autodiscipline. Euh, Parce que, comme toi, effectivement, en accompagnant, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs, je me rends compte à quel point, mais ça, on est peut-être tous plus ou moins responsables d'une certaine façon. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien, moi aussi, appuyer sur ce qui marche pas et toutes ces choses-là et de parler de vérité, quelque part, à ces sujets-là, parce que tellement de gens qui se lancent, si on prend le cas des entrepreneurs, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas d'autodiscipline, en fait, qui se font croire, parce qu'aussi on leur a fait croire et qu'on a nourri ce rêve-là au travers du marketing, que ça allait être facile, il suffit d'avoir cet outil et hop, ça va marcher. Euh, Comme moi, par Comme exemple, là, en ce Joséphine, on moment. claque des doigts et c'est Ouais, c'est bon. ça. Et comme là, en ce moment, je suis en train de préparer un programme pour aider les entrepreneurs à développer leur communauté grâce à YouTube, TikTok, Instagram, avec des vidéos short. Mais quand je le partage en faisant ma page de vente, si tu veux, ça pourrait avoir l'air presque miraculeux. Tu as fait des shorts et on pourrait presque dire que ça l'est. C'est-à-dire qu'en 30 jours, faire 10 millions de vues, c'est énorme. Faire 50 000 abonnés sur une chaîne YouTube en moins de 90 jours, c'est quand même pas mal. Et il y en a qui ont fait beaucoup plus On que peut dire ça. que c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas On peut, mal. ouais. Mais ça a demandé énormément d'autodiscipline. Énormément. Et en fait, il n'y a rien de magique. C'est juste, je développe des compétences et je mets une autodiscipline vraiment pour pouvoir atteindre ces résultats-là, pour pouvoir performer idéalement, ça nous renverra à la quatrième vertu, sans s'attacher à cette performance. Mhm. Mais quand je parle d'autodiscipline, je ne parle pas que de développer son business, je parle d'autodiscipline pour prendre du temps, pour s'arrêter de travailler et aller se promener avec sa chérie. Là, j'ai ma fille et Caroline qui sont là. Après notre appel, je vais faire preuve d'autodiscipline parce que, bien sûr, il y a une partie de moi qui a envie de continuer à travailler, faire mes trucs, ça me passionne, j'ai envie d'aller au bout, de terminer, mais je vais faire cette preuve de rigueur et d'autodiscipline, de passer du temps avec mes proches. Donc, l'autodiscipline, c'est aussi apprendre à ne rien faire, en fait. Oui, Donc, on pour met moi, ce c'est qu'on une veut vertu. derrière l'autodiscipline Oui. aussi. Moi, je sais bien que dans les premières choses que j'ai dû apprendre à faire à l'époque, c'était de me dire quand ma fille est à la maison, mon ordinateur et mon téléphone sont coupés. Ouais. Hmm. Parce qu'au début, c'était plus fort que moi. Il fallait Oui, que c'est j'aille ça. voir un mail, voir un truc. Voilà. J'ai trouvé toujours une excuse pour ouvrir mon ordinateur. Et ça a été Ouais. vraiment. Et puis c'est là que Ah, je ben, me ça suis change dit, tout. mais oui, parce qu'un jour, quand ta fille te dit, mais pourquoi moi je peux pas avoir les écrans alors que toi, t'es tout le temps dessus? Ah, ouais. Ouais. Ah Bah, oui, les enfants nous apprennent, hein. Mais cette autodiscipline, voilà, pour moi, elle est essentielle dans ce sens. Et évidemment, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que moi, autant je suis vraiment capable de me discipliner très fort sur le travail, mais sur la nourriture, un peu moins. Parce que je suis une gueule sucrée, j'aime le sucre, je mange mes émotions comme tout le monde. Donc, quand ça va pas, ben, je suis plus de mal à me discipliner, par exemple, sur la nourriture. Donc, ben, il va falloir que j'apprenne si je veux avoir aussi des résultats de ce côté-là. Donc, pour moi, l'autodiscipline, c'est une belle vertu à développer et qui va servir tous nos domaines de vie selon nos objectifs, en fait. Et la quatrième vertu, c'est l'équanimité. alors là, il faut que tu me L'équanimité. définisses déjà c'est quoi l'équanimité. L'équanimité, moi, j'ai découvert ça en faisant une retraite Vipassana. Tu sais, les retraites Oui, oui. Vipassana, c'est 10 jours de méditation.
un peu coupé du monde, hein, plus de réseau, plus de contact avec personne. Tu n'as pas le droit de parler, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, Pas pas le le droit droit de de faire de regarder les gens dans sport, les pas le yeux de droit de personne, regarder hein, les c'est ça? gens. Ouais, c'est ça. Et tu médites 10 heures par jour en moyenne. Et donc, pendant cette retraite-là, Vipassana, on enseigne en fait, l'enseignant nous transmet en fait cette notion de à la fois, il y a beaucoup de choses, mais souvent l'un des termes qui revient, c'est anicca, qui finalement est synonyme d'impermanence, justement, d'accord, de cette notion d'impermanence, de changement, etc. Je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure, que tout est cycle, que tout est changement. Et quelque part, l'équanimité, c'est finalement, du coup, tenu compte de tout ça, ben, que puisque tout change, que rien n'est permanent, à quoi bon finalement avoir un attachement à tout ça? Et c'est cette capacité à ne pas être l'équanimité dans un, comment te dire ça, dans une posture presque neutre, je dirais, où on ne tombe pas dans l'addiction, par exemple à la performance, au like, au chiffre d'affaires, à tout ce qu'on pourrait imaginer qui soit addictif, au sucre, tout ce que tu veux, mais qu'on n'aille pas non plus tomber dans l'aversion, c'est-à-dire du coup à détester tel truc, machin, parce que finalement, ce qu'expliquent les bouddhistes, alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais encore une fois, l'équanimité, c'est peut-être la vertu dans laquelle j'apprends encore tous les jours, j'apprends toutes les vertus, mais celle-ci, c'est tellement subtil, l'équanimité, mais c'est cette idée, un peu comme un funambule, voilà, on est sur notre fil de la vie, hein, avec notre perche, et de temps en temps, on va tomber dans la performance, l'addiction à ceci, et puis l'aversion à cela, ah, je déteste ça, mais tout ça nous fait souffrir. Et l'idée, c'est d'être sur le fil, dans cet équilibre au plus possible, pour ne pas souffrir de cette addiction et de cette aversion. Donc, l'équanimité, c'est si quelqu'un me met un commentaire négatif sous mes vidéos, par exemple, eh bien, oh, je me détache de ça. Ça ne me concerne pas, ça ne me définit pas. Euh, et donc, je peux en tenir compte. Je ne suis pas nécessairement insensible à ça, mais je ne suis pas attaché à ça. D'accord? Donc, et c'est pour moi le plus dur, en fait, l'équanimité, parce que ça vient avec une agilité émotionnelle, quelque part, qu'il nous faut développer. L'équanimité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, c'est vraiment cette capacité à ne pas être en réaction à ce qui est positif ou à ce qui est négatif, à ne pas être en réaction aux louanges. Il y a des gens qui me disent, j'adore ce que tu fais, machin, etc. Je l'entends, je l'apprécie, comme tu disais tout à l'heure, mon ego apprécie ça, je vais dans les médias, etc. Mais j'essaie de travailler à faire en sorte que ça ne me définisse pas et que ce ne soit pas ce qui doit me rendre heureux. Tu vois, c'est toute la difficulté. Et c'est difficile parce qu'en fait, c'est une question d'ego quelque part et on est dans l'observation de l'ego qui est en train de réagir et d'essayer toujours de recentrer. Ok, c'est OK, mais cette insulte, cette louange, ça me définit pas. En réalité, idéalement, je peux être heureux sans ça, en fait, parce que je suis avec moi-même et je suis bien avec moi-même dans cette équanimité. Ouais, on est d'accord que là, c'est high level et j'ai pas du tout la prétention d'être quelqu'un de très équanime, mais par contre, j'ai la conscience que c'est vraiment vers ça que je dois tendre. Clairement, et puis il y a rien à, enfin, il y a rien à faire. On parle aussi beaucoup dans le domaine du développement personnel, mais de la spiritualité aussi, Oui, ben de oui, l'ego, du fait qu'il faut pas être dans l'ego et ainsi de suite. Mais l'ego, il a sa place dans bien notre sûr. réalité actuelle. Donc C'est du toute la coup, difficulté. c'est trouver cet équilibre, comme tu parlais du funambule. C'est toute la difficulté, tu as raison de le dire, parce que c'est vrai, des fois, les gens disent, il faut tuer l'ego, mais surtout pas. De toute façon, tu peux pas te construire sans ego. Mais si l'ego est seulement à son service, on va, c'est certain, aller vers la souffrance. Par contre, si on arrive à mettre l'ego au service de l'être, de son âme, partager le message de son âme, comme moi j'aime le dire, ça peut donner des films magnifiques, des pièces de théâtre, des vidéos sur YouTube, des posts, des choses qui sont magnifiques. Mais si quand on a partagé ce contenu, on retombe dans l'ego, ah mais il n'y a pas assez de likes, ah il n'y a pas assez de vues, ah il n'y a pas assez de... Ben là, on est dans l'ego, on n'est plus dans l'équanimité, et du coup, on est dans la souffrance la plupart du temps parce qu'on est dans l'addiction au résultat. Donc, c'est tout, comme tu dis, un équilibre en permanence. Et bien sûr que la spiritualité tient une place essentielle. Pour moi, tout est spirituel finalement dans ces quatre vertus. Dans la façon de les aborder, en essayant de les aborder avec une forme de sagesse, mais en même temps, toujours un peu en lutte avec ce que moi j'appelle le vieux grincheux.
Vieux grincheux, c'est cette partie de nous, quelque part, qui habite dans ce cerveau archaïque émotionnel, qui nous sabote et qui essaye toujours de nous garder dans notre petite zone de confort pour pas trop se faire souffrir ou se faire juger et critiquer. C'est toute une question de funambule et J'adore d'équilibre. parce que je suis sûre qu'on connaît tous un vieux grincheux qui peut être la représentation de cette partie de notre cerveau. Ah mais clairement, on a tous un vieux grincheux en nous. Et le pire, c'est que tous les vieux grincheux entre eux, c'est-à-dire ton vieux grincheux s'entendrait certainement très bien avec le mien, qui s'entendrait avec ton vieux grincheux s'entend avec celui de tes parents, de toutes ces personnes qui te disent, oh mais écoute ma chérie, c'est risqué là, ton entreprise, puis comment tu vas faire, machin. Tu sais, les vieux grincheux parlent entre eux. Alors qu'on a aussi dans les différents étages de notre cerveau, le vieux grincheux, moi je l'imagine au rez-de-chaussée, tu sais, il garde l'immeuble. Ouais, ouais. Imaginez le cerveau un peu comme un immeuble à 2 étages, comme ça. Il y a le rez-de-chaussée avec le vieux grincheux qui les porte à double tour, les volets, il surveille. Qui vérifie, qui Ouais, rentre dans ouais. l'immeuble. Là, c'est ça. La sécurité avant tout. Tu sais, on va pas prendre de risques. Tu vas pas quitter un travail pour entreprendre. T'es fou. Tu te rends compte ce que tu vas perdre, machin et tout. Et il est là à nous dissuader en permanence. Alors que le plus jeune au premier étage, qui est le cerveau émotionnel, enthousiaste, il est totalement excité à l'idée de ce que lui raconte le dernier cerveau, qui lui voit loin, est créatif et voudrait partir vivre sur les routes en camion aménagé. Donc, c'est une guerre des cerveaux en permanence, une guerre de voisinage en permanence. Et pour moi, le travail de développement personnel, c'est justement à ne plus laisser notre cerveau nous manipuler, notre vieux grincheux nous manipuler. Notre cerveau n'est pas toujours au service de notre bonheur. Et donc, si on n'apprend pas avec la raison, avec ce cerveau conscient, à, à orchestrer un peu ces différents cerveaux, ça va être très compliqué pour pouvoir se réaliser. Et se réaliser en ayant une vraie zénitude, quelque part, une vraie harmonie dans tous nos domaines de vie. Oui, parce que c'est à ça vers lequel on aspire tous au final, c'est d'être épanoui, c'est d'être Ah heureux, oui. c'est... Mais bien sûr, j'ai jamais rencontré personne. C'est quelque chose, c'est une question que je pose en conférence. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus au monde avec cette intention ferme hein, et définitive de vivre une petite vie rabougrie, une petite vie de merde en fait? Personne. On a tous envie d'être heureux, épanoui, etc. Le Mhm. problème, c'est que ça me désole littéralement, c'est qu'on n'a pas de on ne nous enseigne pas ça dans nos familles, déjà parce que nos parents ne sont pas forcément au courant de ça, mais aussi on n'enseigne pas ça dans les écoles, ni rien. Donc ça commence peut-être à venir un petit peu aujourd'hui, et encore c'est difficile, mais imagine qu'on apprenne tout ce qu'on découvre, nous, quand on fait du développement personnel, dès le plus jeune âge. Putain, ce serait énorme. En même temps, C'est c'est très bien, j'ai envie de dire qu'on ne l'apprenne pas, dans le sens où si même elle devait l'apprendre, il l'apprendrait en théorie, vu que les enseignants sont souvent pas prêts. Et ben, parce c'est que ça. pour enseigner ça, tu dois l'avoir expérimenté. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faudrait des enseignements qui ont enfin, des enseignants qui ont une véritable expérimentation de ça, tu vois. Mais une expérimentation humble, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui viennent comme des sachants, euh, Pas comme mais des encore une fois, professeurs pas d'université comme ou ce des genre de choses. professeurs, exactement, mais comme des expérimentateurs humbles qui font le chemin et qui tendent la main à ceux qui sont sur le chemin, pas plus haut ou pas plus bas, mais juste peut-être un peu plus derrière et pour les rapprocher, quoi. Ouais, puis qui sèment des Voilà. graines dans les cerveaux de tous ces petits bouts C'est qui sont ça, en plus tellement en demande d'apprentissage, de découverte, d'expérimentation. clairement. Il y a tellement besoin. Donc oui, oui, c'est tout ça, si tu veux. Et du coup, moi, c'est clair que voilà, mais je pense qu'en même temps, on fait ces métiers-là pas par hasard, justement parce qu'on a ces parcours-là, où on a ces manques-là, on a ces souffrances-là. Et voilà. Et puis le développement personnel, après, bah, nous permet d'accéder à ça, mais en même temps, le développement personnel aussi a ses défauts, quelque part, hein, a ses contraintes, parce qu'on peut faire un burn-out en cherchant à vivre ses rêves. Et ça, c'est le piège. Mais tu vas vivre de ta passion, tu vas vivre de ci, tu vas être épanoui, ça devient une injonction à la fin qui peut mener au burn-out. Donc là aussi, Surtout, je trouve, après tu vas me donner ton avis, mais que dans le domaine du développement personnel, quand on, entre guillemets, quand on tombe dedans un peu comme Obélix avec dans la un puits sans marmite, fond, ouais, ouais, ben c'est vraiment ça, c'est un puits sans fond et on a un peu cette boulimie du développement personnel et à un moment donné, je pense que c'est important de se rendre compte qu'il faut presque s'en écœurer, mais pour pouvoir rééquilibrer ça. Parce qu'il y en a certainement. qui plongent dedans tête baissée. Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure dans l'équanimité, c'est l'addiction. Je deviens boulimique, je suis addict au développement personnel. Je bascule d'un côté de mon fil.
Tu vois, et je gaffe tout le monde avec ça. C'est-à-dire que je fais des coachings sauvages à tour de bras. Tu vois, sur Facebook, les nombres de gens qui te font des coachs pourtant, qui te font des coachings sauvages. T'as rien demandé, les mecs, ça devient n'importe quoi. Et au bout d'un moment, effectivement, tu es tellement écœuré de ça que boum, cette fois, tu tombes dans l'inversion et tu rejettes tout. Et tu mets tout le monde dans le même panier, etc. Et donc, c'est là que, encore une fois, la clarté, pour moi, elle est nécessaire. Mais comme tu dis, je pense que c'est peut-être le passage obligé. Moi, je l'ai vécu, mais je pense qu'aujourd'hui, le développement personnel, alors ça, encore une fois, ça dépend si on se professionnalise ou pas là-dedans, si on le fait que pour soi, voilà. Mais en tout cas, quand on veut se professionnaliser là-dedans, c'est très facile, effectivement, même de tomber dans une boulimie, de bouffer tous les sommets qui existent, tous les livres, toutes les formations, le gratuit, le payant, le machin, et puis à la fin, on est complètement perdu. Et ça, c'est un des dangers du développement personnel, c'est qu'à un moment donné, on est complètement en référence externe, c'est-à-dire qu'on s'identifie à un leader, à un autre leader, à un autre leader, mais on en a complètement oublié de qui on était. On vit par procuration au travers de ces leaders qu'on voit sur les réseaux sociaux, euh, et justement qu'on glorifie presque, qu'on peut, voilà, qu'on admire, qui nous inspire. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais c'est bien quand on a aussi cette conscience de qui on est et qu'on ne se perd pas là-dedans. Et ça, c'est le danger du développement personnel. Oui, et qu'on a aussi cette mise en matière de nos grands rêves, de notre réalisation, parce que ben, au final, on vit par procuration presque Ben oui. quand on est dans cette idéalisation ou cette C'est starification, comme tu dis, énormément. de tout le monde. C'est vraiment, je trouve, et moi je l'ai vécu, hein, c'est-à-dire que moi aussi, hein, j'ai vécu enfin, ce que je définis là, je le définis parce que je l'ai vécu. Attention, c'est pas parce que je l'invente ou que je le vois de loin, c'est que je l'ai traversé. C'est ce côté-là où je me suis quelque part un petit peu créé une vie, mais qui n'est pas la mienne en fait, mais parce que je regardais des leaders qui me disaient c'est génial de vivre ça, de faire ça, de vivre ça. Donc moi aussi je veux vivre ça, mais est-ce que tu as pris le temps de t'interroger, est-ce que c'est vraiment pour toi de vivre ça? Est-ce que tu t'es interrogé sur les conséquences de vivre ça dans ta vie, Et sur le prix à l'investissement, payer, oui, le de prix, oui. l'investissement que ça représente, etc., pour toi, mais aussi pour tes proches, Oui, tu parce que vois? le Donc, prix à payer et l'investissement, c'est pas financier, c'est du non, non, temps, non, c'est de l'énergie, c'est du financier. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. tellement de Oui. choses, bien sûr. Donc, non, non, c'est même, je dirais même, c'est principalement pas financier. Les finances, bon, bien sûr, ça compte, mais c'est surtout effectivement le temps, l'énergie et les conséquences de tout ce que tu mets, qui sont heureuses ou malheureuses. Est-ce que tu es prêt à les supporter, etc. Bon, donc, tu vois, pour moi, voilà, il y a ces quatre vertus-là me permettent en tout cas d'essayer de garder ce cap. Je dévie, c'est sûr, mais ça me permet de revenir sur ma ligne ou de choisir une autre ligne, un autre cap qui est peut-être plus juste du coup, mais du coup en conscience, sans forcément être vivre par procuration, parce que il y a des leaders qui me font vibrer, ils peuvent me faire vibrer, mais ça veut pas dire que c'est la vie que je veux. Oui, puis vibrer, c'est juste aussi de définir c'est quoi qui me fait vibrer dans la personne, parce que ce n'est pas Hmm. l'entièreté de sa personnalité, vu que souvent on ne connaît pas la personne dans sa totalité. C'est qu'est-ce que Non, en j'aime plus, vraiment dans cette personne qui m'inspire, en fait. Et c'est c'est aller ça. retrouver ce trait de caractère qu'on a en soi. Oui, parce que dès lors que ça nous inspire chez l'autre, c'est probablement qu'on a ce trait de caractère en soi. En tout cas, on a quelque chose en soi qui connecte avec ça. C'est comme deux instruments de musique à cordes, par exemple, que tu mets face à face. S'ils sont accordés à la même fréquence, si je fais vibrer ma corde de mi sur ma première guitare et que la deuxième guitare est accordée parfaitement comme la première, elle va faire vibrer la même corde parce que c'est la même fréquence. Donc, je me dis effectivement que si je regarde quelqu'un qui m'inspire, qui me touche, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui mérite d'être nourri. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire ce qu'il fait. La question qui va se poser, c'est comment moi, par rapport à qui je suis, mon histoire, mes besoins, mes talents, mes compétences, comment moi, je vais faire vibrer cette corde-là. Et ça peut donner complètement autre chose que ce que fait le leader qui m'inspire. Et ça, c'est parfois difficile de le percevoir parce qu'encore une fois, on vit par procuration, on peut finir par vivre par procuration. Et voilà. Après, c'est juste aussi, c'est-à-dire que bah, c'est parce qu'on l'a vécu comme ça qu'un jour, on se rend compte, oh, bah tiens, je me retrouve là, mais en fait, c'est pas là que je voulais aller. C'est OK, j'ai appris plein de choses sur le chemin, mais est-ce que je peux recentrer mon truc et partir peut-être d'un autre côté, quoi. Mais tu l'as vécu en plus des deux côtés, dans le sens où toi, tu l'as vécu en tant que personne, où tu as pu aussi starifier certaines personnes à l'époque, mais tu l'as Hmm. vécu aussi quand vous êtes parti en fourgon et que tu étais dans philosophie nomade, où les gens s'identifiaient en disant, mais ça a l'air trop cool ta vie, ainsi Mais de suite, et oui. où en fait, mais c'est peut-être pas du tout ce qu'il te faut. Mais tellement de gens.
parce que c'est des phénomènes de mode toujours. Tu vois, la van life est arrivée énormément là après le Covid. Nous, on est parti avant, mais on a vu cette évolution-là et alors, on y contribue parce qu'en tant que, j'allais dire influenceur, bon, Oui, quand en tout même. cas, Tu peux quand même le youtubeur, dire. tu vois, on crée du contenu et forcément, ça donne envie aux gens. Mais avoir une envie de liberté, de voyage ne veut pas dire je dois tout plaquer et partir vivre sur les routes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se le sont fait croire, qui ont tout plaqué, ont acheté un fourgon aménagé, sont partis sur les routes et au bout de 2, 3 mois, 6 mois, ils pétaient un câble et il fallait enfin, fallait tout arrêter, quoi. Alors c'est pas grave, c'est une expérience. Encore une fois, tout est juste. Mais j'ai aussi envie de croire que en ayant développé sa conscience, on peut s'éviter ce genre ce genre de choses et ces souffrances-là que C'est pour ça ça qu'il y a provoque. aussi une notion de rythme et de timing qui est important de respecter, parce que parfois on a dans le côté je plaque tout, c'est la notion d'impatience, l'impatience de pouvoir vivre la Mhm. liberté, de pouvoir vivre ses rêves, de pouvoir... Mais il y a un rythme aussi, il y a un rythme, il y a une écologie à Exactement. mettre en place aussi pour soi, pour Il y a son couple, pour son... l'impatience, l'écologie, comme tu dis, tellement juste. Et il y a ce travers psychologique un peu humain, je dirais, c'est que c'est tout ou rien. En fait, je peux voyager sans forcément tout plaquer. Tu vois, mais souvent, en tant qu'être humain, je plaque tout. C'est radical, en fait. Souvent, on se fait croire qu'on doit tout plaquer pour faire autre chose. Mais si tu plaques tout avec les mêmes défis, les mêmes challenges, les mêmes biais qui te font souffrir, bah, ce sera pareil là ou là. Tu as beau tout plaquer, tu vas emporter un peu tout ça avec toi dans un autre contexte. Moi, je l'ai vécu avec la van life. Je me suis pas assez écouté là-dessus, mais avant de partir sur la route, l'une de mes peurs, c'était de dire, OK, on part sur la route, on plaque tout, on part sur la route, mais comme je sais que je suis un bourreau de travail, est-ce que ça va pas me pourrir ma vie, en fait? Est-ce que ça va pas me pourrir l'expérience d'être sur les routes, le côté voyage? Est-ce qu'il va pas être pourri par rapport au fait que je suis un bourreau de travail et que j'ai du mal à canaliser ça? Bah, bien sûr que ça a tout pourri. Ça m'a pourri pas mal de trucs, en vrai. Parce que j'étais pas juste un mec qui part avec un an d'année sabbatique et de l'argent de côté et qui part sur les routes. C'est un entrepreneur, un digital nomade qui travaille sur la route. Donc là, si je n'ai pas souvent été assez capable de faire preuve d'autodiscipline, d'équanimité pour arriver à trouver cet équilibre. Et ça a donné des voyages, par exemple, comme en Norvège. Et je le dis sur ma chaîne YouTube, je le dis en toute honnêteté, parce que pour moi, c'est important de le soulever, ce truc-là, même si parfois ça a dérangé certaines personnes que je dise que la van life, c'est pas que du rêve. Mais c'est Mais il y a une important de vidéo. l'entendre. Bah, déjà, c'est Mais important de le pour dire. moi, Après, tout le oui. monde ne l'entend pas. Tout le monde ne veut pas l'entendre parce que ça dérange, et tout le monde n'est pas confortable avec les émotions des autres. Mais dans une des vidéos où je raconte un petit peu comment ça s'est passé pour moi en Norvège, le fait de rejoindre le Cap Nord et que j'ai pété un câble en arrivant au Cap Nord, j'ai dévissé en fait en arrivant au Cap Nord après 3 mois de voyage parce qu'on arrivait à la fin d'une étape, c'était le Cap Nord, c'est un objectif et je venais de me rendre compte que et j'ai pété un plomb en écrivant une page de vente, en fait, sur je vais pas citer, mais sur une structure qui fait que déconner, enfin, qui me gonfle plus que tout. Et en fait, c'était la goutte d'eau et j'ai pété un câble. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les 3 mois qui venaient de passer, j'avais plus travaillé que profité de mon voyage, en fait. Alors, j'avais profité, j'avais fait des vidéos, on peut les voir sur ma chaîne et tout ça. J'ai profité. Et je me disais, mais en fait, les gens, ils voient mes vidéos, je montre le côté voyage, les aurores boréales, j'ai croisé un élan, on a été voir les baleines, c'est magnifique la Norvège. Mais j'ai pas assez montré, même si je l'ai montré, je me dis, mais en fait, ça correspond à ma réalité, c'était que je travaillais tous les jours parce qu'il fallait que l'argent rentre, quoi. Et donc, cette réalité-là, c'était important pour moi de faire une dernière vidéo pour le dire, pour le partager véritablement. Pas pour dire c'est nul la van life, etc. Mais attention, la van life, si vous êtes entrepreneur, c'est aussi ça. Donc, préparez-vous. Voilà, pour ne pas essayer de ne pas vivre ça nécessairement. Donc, oui, c'est ça. On se berce d'illusions. Tu sais, j'avais partagé ça lors d'un sommet que Will Smith, il disait une phrase dans sa bio que j'ai trouvé géniale. Je sais plus si je saurais la redire, mais en gros, qu'il disait un truc du genre que plus l'illusion est grande et plus la La chute collision inévitable, est j'aime ce mot, importante. la collision inévitable sera grande avec la réalité. Et donc, on est tous dans l'illusion quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on lance une chaîne YouTube, quand on fait des enfants, quand on se marie, quand tout. On est tout le temps dans l'illusion. C'est chouette, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous pousse à y aller. C'est OK.
Et à un moment donné, c'est juste, il faut accepter qu'il y aura une collision inévitable parce que la réalité n'est pas ce qu'on vit dans notre illusion, dans notre rêve. Et c'est OK, en fait. C'est juste, est-ce que je suis prêt et est-ce que je peux me préparer à cette réalité-là pour en souffrir le moins possible et que cette collision soit la moins douloureuse possible. Mais il y a cette idée que de toute façon, il y aura une collision. C'est OK. On peut se préparer. Ben, on va clôturer avec cette belle parole qui est vraiment super importante. En fait, je suis partie dans mes pensées parce que je me suis dit, ah, à plein de moments dans ma vie, j'ai eu des grands fantasmes de succès, de réussite ou de quoi que ce soit. Tu parlais du mariage. Ouais, Et puis après, en fait, oui, je pensais à la collision. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je me suis mangé le sol quelques fois. ouais. Après, l'idée, c'est pas de jouer rabat-joie et de se priver d'être dans ce rêve et dans cette illusion qui est aussi, quelque part, l'impulsion. Ça nous donne l'impulsion, ce rêve et cette illusion. C'est OK, en fait, il faut pas gâcher ça. C'est simplement, plus on sera en conscience qu'on est dans une forme d'illusion, euh, plus on est en conscience que bah, ça va pas se passer comme prévu, mieux on pourra s'y préparer ou en tout cas faire face à la réalité. Et tout se passera bien, pas de raison. Ben, regarde, on est toujours là. Bah, Et on est je suis toujours là sûre et on aussi que tu s'adapte. t'es ramassé aussi quelques collisions. Ouais, quelques-unes, et je me ramasse encore, ouais, monsieur. Et c'est pas pour autant qu'on n'en aura plus du tout. Donc voilà. Non, parce que je pense que justement, si voilà, on a cette conscience-là, on en fait quelque chose finalement. On en fait Mhm. quelque chose d'utile pour nos enfants, pour les gens qu'on accompagne, pour les gens qu'on aime. On arrive à faire quelque chose. Et je trouve que c'est pour ça que moi je trouve beau de dire, surtout aux entrepreneurs que j'accompagne, que nous sommes des messagers. Voilà. Mhm. Nous sommes des messagers. Et moi, j'accompagne des messagers. Les entrepreneurs que j'accompagne, je les appelle les messagers et je les accompagne à transmettre leur message. Alors déjà, à le clarifier, à oser le transmettre, courage émotionnel, à avoir la discipline de faire tout ce qu'il faut pour le faire. Et après, l'équanimité de se détacher du résultat et de ne pas se laisser faire souffrir de la façon dont le message peut être perçu. Du coup, pour retrouver Steve, je vais mettre le lien autour de cette vidéo. Si vous la voyez sur Facebook, ce sera en haut. Si c'est YouTube, ce sera en bas. N'hésitez pas du coup à aller voir, à te suivre aussi parce que Avec j'aime plaisir. bien. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup J'aime bien ton humilité, j'aime bien la sagesse. Et en même temps, quand on te voit en vrai, il y a que t'es quelqu'un qui a de qui en dégage, quoi. Donc tu m'avais fait un Ouais. peu peur la première fois. Je me suis dit, Ah ouh, quand ouais. même, Steve Doupeux. Et Ah puis en fait, ben, t'es super sympa, t'es super abordable, t'es quelqu'un de vraiment chouette. Donc je suis contente de pouvoir t'avoir interviewé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Et puis je vais remettre aussi les liens de mon Facebook où vous pouvez me retrouver aussi. Puis vous allez avoir une vidéo aussi qui va vous être proposée d'une autre interview d'un autre entrepreneur qui va partager des clés, qui va partager son parcours, qui va partager son expérience de vie dans laquelle souvent on peut avoir des petits tips qui vont nous permettre, ou vous permettre en tout cas, de pouvoir vous lancer dans votre activité, développer votre activité ou tout simplement vous donner confiance ou vous rappeler que les personnes qu'on starifie un peu, ce sont des êtres humains avec ouais. tout ce que tu viens de partager aussi. Merci beaucoup Steve C'est moi qui te pour ce remercie, moment France. et C'était un plaisir. avec plaisir de te revoir un de ces quatre. Et Oui. je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Ciao, Bye ciao! bye. Bye bye tout le monde.